Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Ce soir, nous allons vous commenter quelques projets récents qui cristallisent certaines problématiques auxquelles on est confronté dans notre pratique graphique. Plus spécifiquement dans le domaine de la communication culturelle, un champ dans lequel nous évoluons depuis plus d'une dizaine d'années actuellement. Comment communiquer une institution, une maison d'édition, un artiste ou un livre, quelle forme, quel code lui donner, quel genre de pratique mettre en œuvre. Nous allons parcourir ces questions à travers quelques cas d'études issus de notre pratique. Et pour commencer, nous allons évoquer la question de l'identité visuelle, un terme qui rassemble les attentes, souvent le développement d'un logo, d'un brand ou d'un symbole qui rassemble et fonctionne comme un signe de reconnaissance. Il y a 3 ou 4 ans, nous avons été mandatés pour répondre à cette question de la part de Jay-Z qui démarrait un nouveau projet. Il quittait l'industrie musicale classique pour signer auprès d'un organisateur de concerts qui s'appelle toujours Live Nation. Et dans ce cadre, il crée une nouvelle société, un label aussi dédié au management d'artistes qui s'appelait Roc Nation. Pour y répondre, nous nous sommes basés en fait sur son signe de ralliement qui est très simple, un diamant renversé qu'il produit souvent lors de ses concerts et ses apparitions. Dans ce cas de figure, on a opté pour un design très très simple, robuste, prévu pour des applications très très variées, qui peuvent aller du merchandising au label de disques. Ce qui était intéressant pour nous dans ce genre de projet était vraiment de développer un signe dont on ne maîtrise pas du tout les champs d'application et la diffusion. Pour l'anecdote, en fait, la typographie qu'on a utilisée était issue d'un projet qu'on avait développé en 2002 pour l'Expo 02, soit l'exposition nationale suisse, pour le club Cargo qui rassemblait différents événements musicaux lors de l'expo. C'est donc assez amusant pour nous toujours de voir les contextes actuels dans lesquels se trouve ce caractère. En tout cas, une diffusion qu'on n'avait pas prévue à l'époque. Dans le domaine de l'art dans lequel on travaille essentiellement, cette approche de l'identité visuelle ne fait pas vraiment sens à notre avis. D'une part, car souvent la capacité de diffusion de la marque ne justifie pas toujours une approche aussi figée. Et à ce titre, on essaye souvent de trouver des solutions qui soient un peu plus dynamiques et qui dépasse le rapport simple d'une identité visuelle véhiculée par un signe. L'identité visuelle, qui est d'ailleurs un terme qu'on apprécie moyennement, en espérant que la relation d'un public à une institution ou à une marque soit un peu plus cultivée, un peu plus riche et un peu plus dynamique. Une autre manière qu'on a eu d'aborder ce genre de questions se fait par les lettres, notamment la typographie. La typographie qui est une pratique qu'on a intégrée de manière assez organique à notre studio depuis que nous avons démarré notre métier. Et dans ce cadre-là, il y a 3 ou 4 ans, nous avions été mandatés par une nouvelle galerie genevoise pour créer son identité visuelle, justement. Son nom était composé des initiales des galeristes et avait une petite référence américaine liée au magasin Saks Fifth Avenue qui nous amusait assez. Nous avons dessiné en fait au début ces 4 lettres, Saks, et en réalisant le dessin de ces lettres, que l'on voulait garder dans une structure graphique extrêmement simple,
Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un potentiel pour la réalisation d'un caractère entier. Nous nous sommes donc amusés à dessiner le reste de l'alphabet en nous disant que finalement l'identité ne devait peut-être pas se limiter au seul nom de la galerie, mais pouvait être véhiculée par toutes ces communications, notamment le nom d'un artiste qui est inscrit sur un carton. Pour les cartons, nous avons choisi un concept qui fonctionnait sans image, mais qui gardait quand même les particularités de la galerie. Durant les 10 dernières années, enfin on a fait ça en 2008 ou 2009, on avait, à quelques notables exceptions, l'impression que la communication visuelle dans le domaine de l'art s'était beaucoup trop souvent résumée en fait, à des images, notamment au niveau de la publicité, comme peut en témoigner par exemple les premières pages, enfin les trois quarts d'Art Forum où on a image sur image sur image, qui au final, à notre sens, finissent souvent par s'annuler. Donc dans le cadre de cette galerie, on a décidé de réaliser les cartons sans images et de les imprimer en impression à chaud sur un carton extrêmement brut, avec une seule variante qui est celle de la couleur utilisée pour l'impression. Cela donne une ligne relativement systématique et relativement contrainte au niveau de la réalisation. Mais ce sont des paramètres avec lesquels on aime travailler et qui demandent chaque fois un autre type de créativité, notamment au niveau de la gestion du texte et de la manière de décomposer les mots et les titres. Ce caractère donc, est utilisé sur les vitrines, sur les différents éléments de communication. Et vu les nombreuses réactions assez positives de gens à ce caractère, nous avons récemment décidé de le compléter. Et nous allons donc bientôt le diffuser sur notre label typographique Optimo, de sorte à ce qu'il ait une vie ensuite qui soit indépendante. Une autre manière d'aborder la question de l'identité visuelle est souvent, enfin, ça nous est souvent arrivé de réfléchir en termes de système ou de structure. Et lorsque le FRAC Champagne-Ardenne nous a approchés pour réaliser leur communication, nous avons choisi de procéder de cette manière-là pour véhiculer leur identité. Pour cela, nous nous sommes inspirés d'un ouvrage de Karl Gerstner de la fin des années 60 sur les systèmes d'écriture, pour lequel il avait dessiné un caractère typographique qui s'appelle le programme, qui n'était pas diffusé et qui avait été numérisé par François Rappeau, un graphiste suisse. Ce caractère nous plaisait passablement pour sa simplicité, sa géométrie et le potentiel graphique qu'il laissait présupposer. Dans le cadre de ce travail, nous avons très vite mis en place des protocoles graphiques relativement précis, notamment dans l'utilisation de la typographie, où nous avons tout au début précisé 2 ou 3 tailles d'utilisation et qui allaient être utilisées de manière systématique, que ce soit pour la papeterie, les cartons ou les différents imprimés. Une autre contrainte que l'on a choisie était de ne pas utiliser de caractères majuscules afin de garantir un côté extrêmement linéaire à la typographie. Pour les cartons, nous avons aussi choisi de ne pas utiliser d'images. Ce choix s'est aussi fait en raison du contexte de diffusion du FRAC Champagne-Ardenne en France où
en tout cas de Suisse, on a l'impression que l'image a toujours un rôle extrêmement important. Et donc, pour tous les cartons, notre proposition était de réussir à véhiculer un projet artistique à travers un jeu typographique qui pouvait à la fois jouer avec les codes de l'artiste, qui pouvait être une composition indépendante ou énigmatique. Là, donc, ces cartons-là, c'était un carton typiquement pour une exposition de Peter Saville. Enfin, ensuite, Cyprien Gaillard. Ou Dexter Dalwood, un artiste issu de la scène punk anglaise. C'est vrai que ce qui est intéressant pour nous, disons, c'est toujours la manière avec laquelle on réagit par rapport au travail de l'artiste qu'on doit illustrer. Je crois que c'est vrai, on réagit toujours assez vite. C'est des cartons qu'on produit vraiment dans un délai assez court, et du coup c'est assez drôle des fois de voir les propositions qu'on peut avoir pour des fois des artistes dont on découvre le travail. Et surtout en termes de design graphique, ce qui est assez intéressant avec des paramètres aussi contraints est de finalement arriver à des résultats auxquels une feuille blanche ou une liberté totale ne nous amènerait pas. Là, il s'agit d'un carton qu'on avait réalisé pour l'artiste américain Sterling Ruby, qui avait effectué une installation qui s'appelait Softwork, réalisée en tissu, et, pour lequel nous avons joué juste avec des effets de drapeau, afin de créer une métaphore de la matérialité du tissu. C'est celui-ci. On va passer celui-ci. Une autre manière que l'on a eue d'approcher la question de la communication visuelle est par le traitement de la couleur. Il y a 2 ans, nous avons été mandatés pour réaliser la communication d'un musée, le musée Jenisch à Vevey, qui était resté fermé à la suite d'importants travaux de rénovation. Et dans le cadre de ce musée, qui a une diffusion de sa communication relativement locale, nous nous sommes vite intéressés à l'idée de créer un élément très dynamique au niveau de son identité. Une des particularités de ce musée est de traiter principalement d'images imprimées, gravées, donc d'œuvres sur papier. Pour cela, nous avons mis en place une charte graphique qui utilisait en fait l'élément le plus simple du processus de reproduction d'une œuvre, soit la bande de couleurs utilisée par l'imprimeur lorsqu'il imprime une œuvre, enfin une image en général, que ce soit du noir et blanc, de la quadrille ou des couleurs Pantone. Cette bande, en fait, elle accompagne toute communication utilisée pour le musée. Cette affiche était celle de la réouverture du musée, où on a un peu mis en pratique ce système avec donc 6 couleurs d'impression pure qui sont utilisées notamment pour l'impression de cette image du lac Léman que l'on a retournée verticalement pour faire un lien avec une traînée d'encre abstraite. Et c'est quelque chose qui nous amuse
et que l'on aime assez voir de manière sérielle lorsqu'elles sont affichées dans l'espace public. Car tout d'un coup, l'affiche n'est plus, peut fonctionner non seulement comme un objet distinct, mais aussi s'accommoder de la multiplication de l'image. Pour ce projet, nous avons demandé à François Rappeau de développer un caractère basé sur une sans sérif classique comme l'Helvetica, que nous utilisons aussi de manière systématique pour toute leur communication. Ça, c'est une exposition qui a lieu actuellement. On a pris la photo ce matin à Lausanne et cette affiche nous intéresse aussi dans le contexte de cette identité, dans la mesure où les contenus même très très classiques qui sont exposés dans ce musée, tout d'un coup, grâce à ce système graphique très très simple, offre tout d'un coup une rupture de lecture et crée des jeux, et en tout cas crée un renouveau dans la lecture de ces œuvres. Et donc ce système est très très modulaire, et là il s'agit d'intérieurs de dépliants que nous réalisons, où nous utilisons spécialement des détails d'œuvres afin de leur donner afin de les décontextualiser et de pouvoir les faire dialoguer, les faire dialoguer avec ces bandes issues des couleurs d'impression. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que souvent le fait de recadrer comme ça dans des détails d'œuvre pose souvent des problèmes et on doit souvent négocier pour arriver des fois à des résultats de ce type. Mais c'est vrai que c'est en faisant ces recadrages qu'on arrive vraiment à des résultats qui sont assez intéressants et aussi pour les affiches. Et là, c'est la carte de vœux 2011 ou 12, 2012 en effet. 2012, avec un processus d'impression en 6 couleurs. Pour la papeterie, nous avons gardé le même principe, mais réalisé avec de l'impression à chaud. Donc avec toujours un carré qui sert de repère. Là, il s'agit du ticket d'entrée du musée. Et du logo. Un autre projet qui nous occupe depuis bientôt une dizaine d'années est la direction artistique de la maison d'édition JRP Ringier. Nous avions réalisé l'identité de JRP en 2004, mais à l'époque, nous avions souhaité créer une marque qui soit classique et qui puisse fonctionner en rupture avec la plupart des contenus qui seraient véhiculés, soit des contenus d'art contemporain. Pour cela, nous avons utilisé un caractère Didot et avons dû réaliser un logo simplifié pour les tranches que l'on retrouve sur tous les livres. Pour la communication de la maison d'édition, nous avons souvent fait appel à l'aide d'artistes avec lesquels on collaborait, notamment pour des affiches ou des catalogues de vente. Là, il s'agissait de la première intervention d'un artiste, John Armleder, à qui on a demandé pour cette première affiche et couverture de catalogue de réaliser quelque chose avec les livres produits durant l'année.
John avait choisi donc de réaliser une performance et, se servant de livres comme d'une petite échelle, il a repeint une partie du mur de notre studio où on l'a photographié. Un autre artiste à qui on avait demandé de participer à ces couvertures est Harry Markopoulos qui s'est servi donc d'un carton de pizza pour livrer quelques livres dans sa ville californienne. On a eu Karen Kilimnik, une artiste américaine, qui se servait de livres comme plateau dessert. Ou plus récemment, Scott King, un artiste anglais, que l'on a suspendu pour le prendre au mot. Il nous avait proposé, lorsqu'on lui a parlé de ce projet, de lire un livre à l'envers. Grâce à l'aide de Fabrice Gigi, qui nous a prêté du matériel de suspension, on l'a véritablement suspendu dans notre studio. Et pour la petite histoire, il lit un livre qu'on a réalisé pour Linter Sterling, une artiste qui est d'ailleurs exposée en ce moment au Musée d'Art Moderne à Paris. Et, la couverture de ce livre utilisait un collage qu'il avait réalisé dans les années 70 pour un 45 tours des Buzzcocks, un groupe punk anglais. Pour le 45 tours, le collage avait été inversé, soit à 180 degrés. Nous l'avions remis à l'endroit pour la couverture du livre. Et en bon anglais, il a tenu à le remettre à l'envers pour la couverture de ce catalogue JRP. Ito Barada, l'année passée au Maroc, qui transporte des livres sur un âne. Et, le plus récent, Valentin Caron, qui a été photographié à Martigny, dans un décor qui n'est pas sans rappeler sa pratique. Dès le début de notre collaboration avec JRP, nous avons dû mettre en place des collections, mettre en place des typologies de livres. Et, une des premières questions à laquelle on doit toujours répondre en tant que graphiste est en effet comment traduire une œuvre en imprimé. Quelle empathie avoir avec l'artiste. Pour cette couverture qu'on avait réalisée pour Liam Gillick, nous avions en quelque sorte cannibalisé ses codes typographiques, lui qui n'utilise que des minuscules et aucun espace dans ses phrases, pour réaliser le titre et la couverture de son catalogue. La plupart du temps, nous essayons plutôt d'amener les artistes dans un territoire neutre et d'utiliser, notamment pour les couvertures, des œuvres qui peuvent être traduites au mieux en termes d'imprimé. Donc pour JRP, nous avons mis en place de nombreuses collections, notamment une collection de monographies pour jeunes artistes, dont les paramètres graphiques sont toujours identiques. Celle-ci était une des premières réalisées pour les artistes américains Guyton Walker. Une autre monographie issue de cette collection, réalisée pour Philippe de Croza, utilisait en couverture une photographie du sol de son installation au Centre d'art contemporain à Genève. Vu l'actualité du centre culturel, nous étions obligés de faire un chapitre Fabrice Gigi, qui a été un artiste important dans notre développement. Je l'ai moi-même rencontré en tant qu'étudiant à l'ECAL, et je me rappelle que l'exposition de bâches rouges qu'il avait mis en place dans le hall de l'ECAL avait été assez importante pour moi au niveau de la relation avec
une esthétique suisse, entre autres. Notre premier projet date de la Biennale de Sao Paulo en 2002, pour lequel nous avions réalisé une espèce de livre de poche photographique qui retraçait un séjour qu'il avait effectué au Canada. Au retour de ce séjour, Fabrice avait rassemblé tous les négatifs qu'il avait faits et les avait transpercés avec une perceuse. Et en les redécouvrant dans son stock, on s'était dit que c'était un matériel assez intéressant à publier. Et donc là, à la fin, une partie des livres a aussi été trouée par Fabrice. On a réalisé ensuite une monographie qui fait partie donc d'une autre série de monographies que nous réalisons pour J.R. Péringier. Et pour celle-ci, nous avions évité, après de nombreuses négociations, l'impression d'une œuvre en couverture, et on avait utilisé un caractère qui avait été dessiné pour les autoroutes, de sorte à ce que les automobilistes puissent, avec la vitesse et la perspective, lire correctement les lettres. Et vu qu'il y avait une relation relativement forte entre ce caractère et son travail, et sous la contrainte, il a dû finalement céder. La deuxième version de ce catalogue, donc la version jaune, était une réédition où Fabrice, lorsque s'est posé la question de quelle nouvelle couverture faire, a simplement proposé d'inverser les couleurs. Et au final, la couverture jaune est encore plus militaire que la verte du départ. Tout le catalogue est basé en fait sur une espèce de catalogage extrêmement systématique de son travail, est décliné à la manière de produit, très modulaire et assez froid. Et notre dernier projet commun a été réalisé pour sa représentation de la Suisse à la Biennale de Venise en 2009, pour lequel Fabrice souhaitait faire un livre sur ses gravures, mais aussi sur tous les dessins qu'il réalise pour ces pièces. Et donc ça s'appelle un manuel et permet en effet de reconstituer un certain nombre d'œuvres de manière assez technique. Une autre monographie que l'on a réalisée dans cette série pour l'artiste américain Kelly Walker. Une couverture muette en fait qui est muette car très monochromatique, qui a été réalisée de la sorte suite à des problèmes de copyright qui sont issus de son travail, en fait un travail de réappropriation d'images pour ceux qui connaissent son travail. Kelly Walker utilise donc des images issues de la publicité ou de différents médias. Et l'avocat de la galerie qui le représente à New York, ayant vu le PDF, nous a donc conseillé de renoncer à la couverture prévue, qui était donc celle que vous voyez avant en machine. Et en discutant de cela avec Kelly, qui ne souhaitait pas changer de couverture, on a décidé donc de la recouvrir d'un aplat noir. De recouvrir donc les images de cet aplat, et des images que l'on perçoit de manière assez fantomatique sous la couverture. C'est une monographie qui nous plaît toujours passablement. C'est un travail aussi qui s'intègre extrêmement bien au format du livre. C'est un travail qui est aussi
pas mal basé sur des projets réalisés sur ordinateur et qui nous a permis de jouer avec des fichiers qu'il utilise ensuite pour la réalisation de ses pièces et de créer des jeux d'échelle où tout d'un coup une double page représentait à taille réelle un détail, le détail à taille réelle d'un tableau de 3 mètres sur 4 par exemple. Une autre monographie un peu plus simple a été réalisée il y a 2 ans pour Valentin Caron, un artiste suisse qui a aussi bientôt une actualité au centre. Et pour la couverture et pour tout ce catalogue, nous avons choisi une forme de graphisme extrêmement élémentaire. Donc la couverture utilise les aiguilles d'une horloge qu'il a réalisée. Un clin d'œil helvétique assez fort dans le sens où tous les catalogues d'horlogerie utilisent toujours 10h10 comme heure afin de pouvoir préserver le logo en dessus. Dans ce catalogue-là, nous avons fait quelque chose d'extrêmement simple en termes de graphisme. Toutes les images ont la même taille et la partie texte est elle aussi extrêmement rigoureuse et unifiée en termes de traitement. Ces formats de monographie peuvent s'accommoder de pratiques artistiques et graphiques très différentes. Là, on voit la couverture d'une monographie réalisée pour Maïtou Perret il y a 2 ans aussi, pour lequel nous avons fait photographier une pièce qu'elle avait réalisée pour la Biennale de Venise, sur laquelle nous avons ensuite, en collaboration avec elle, appliqué ce fond orange. Donc dans ce cas-ci, c'est une séquence beaucoup plus rythmée et beaucoup plus sophistiquée peut-être. Oui, c'est vrai que ce qui était intéressant dans son travail, c'est c'est une artiste qui a vraiment différents médiums. Il y a autant des images de vidéo que des images, là comme on peut le voir, des images issues de vidéos, ou alors des peintures, ou là des sculptures. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est de jouer comme ça avec différents types de mise en page pour créer des séquences d'images assez rythmées et avoir comme ça dans l'ensemble un ouvrage qui n'est pas trop monotone. General ID, c'était aussi un projet qui nous a passablement intéressés, notamment la relation entre le livre et le magazine. Nous avions d'abord réalisé un projet de réédition de leur magazine d'artistes, File. Nous étions vraiment plongés dans leur univers lorsqu'est venue leur rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et pour ce livre que nous avons choisi de réaliser en petit format, pour garantir au lecteur une relation un peu intime et très pratique au livre, nous avons essayé de développer un langage graphique qui joue à la fois dans les registres du livre et du magazine, avec des tailles typographiques très contrastées et des systèmes de colonnes très variés. Là aussi, c'était un livre qui était intéressant parce qu'il y avait vraiment du contenu qui était assez différent et l'intégrer comme ça dans un petit format, dans une mise en page qui était extrêmement compacte, permettait d'avoir des résultats assez intéressants.
rétrospective d'exposition vide était un projet relativement complexe à mettre en place. Donc, il s'agissait d'un projet mené par Mathieu Copland qui passait en revue la manière dont les artistes ou différents curateurs avaient approché le concept du vide dans l'histoire de l'art. Là, il y a quelques images de l'exposition au Centre Pompidou à Paris pour lesquelles nous avions réalisé quelques éléments de signalétique. À mettre en œuvre au niveau du livre, nous avons choisi en fait de mettre en place une grille extrêmement flexible dans laquelle à la fois le texte et les images s'articulent de manière un peu répulsive et permettent de créer des formes et des contreformes relativement arbitraires. Et pour la couverture, c'était assez problématique pour ne pas tomber dans une illustration trop directe. Nous avons donc utilisé l'image parue dans l'imprimé réalisé par Yves Klein, le journal d'un seul jour, qui avait été photographié par un Américain, Harry Shunk. Et c'était une idée soufflée par John Ramleder d'effacer Yves Klein dans ce saut dans le vide et d'utiliser ça comme visuel pour l'affiche et pour la couverture, que nous avons imprimé ensuite en argent sur un papier craft pour encore jouer un effet de visibilité et de lisibilité des informations. Après le vide, un projet beaucoup plus dense qui montre aussi un autre type de projet auquel nous devons parfois faire face, c'était la collection de lampes de Didier et Clémence Krentowski de la galerie Créo, qui nous ont donc envoyé des reproductions de quelque chose comme 800 lampes à organiser dans un livre qui ressemble à un espèce d'énorme puzzle que l'on a dû composer de manière chronologique. Pour la couverture qu'on a vue avant, on a donc choisi une lampe miroir de Gino Sarfati, un des designers phares de la collection, que l'on a donc imprimé en miroir par impression à chaud. Utopix, c'est un projet qui a eu lieu il y a 3 ou 4 ans en Suisse, pour lequel on a dû réaliser la communication et un livre. C'était donc une exposition de sculpture réalisée par Simon Lamunière, dont la particularité était d'avoir lieu en espace public. Utopix examinait des notions d'espace, de nation et de communauté créées par des artistes ou des individus, dans l'idée de créer un mode de vie alternatif. Pour la communication de cette manifestation, nous avons en quelque sorte utilisé le plus petit dénominateur commun de ces communautés, soit le drapeau, qui était curieusement un des premiers éléments qu'elle mettait systématiquement en place, et par un jeu de superposition et de confrontation, ces différents éléments servaient à créer un nouveau drapeau, celui de la manifestation. Un autre projet réalisé pour JRP
est une monographie réalisée pour l'artiste suisse Francis Potvin, dont la question de la représentation est une des problématiques qu'il questionne. Sa peinture est principalement réalisée à partir de compositions graphiques trouvées, qu'elles proviennent de logos, d'emballages pharmaceutiques, qui avaient souvent été créés à une certaine époque par des artistes qui avaient aussi une activité graphique. Francis a une pratique relativement systématique, c'est-à-dire qu'il va prendre un emballage de médicaments, comme ici, et le multiplier par 10, par exemple, et le reproduire tel quel. Donc faire construire un châssis de cette manière-là, et le réaliser en peinture à l'huile. Pour le catalogue, en fait, nous nous sommes rendus compte que reproduire ces peintures de manière normale signifiait revenir un peu, en quelque sorte, un pas en arrière dans la chaîne de reproduction. Et nous avons décidé donc de redessiner ces toiles, et en se basant sur les emballages originaux, et d'utiliser donc des pantounes ou de la quadrichromie pour les reproduire de manière exacte. Ce qui donne un catalogue un aspect relativement froid, synthétique et aussi assez pop. Nous avons aussi choisi de trouver une tonalité typographique en relation avec son travail, car lorsqu'il intervient au niveau des emballages, la plupart du temps, il extrait la typographie, il la découpe pour ne garder plus que les formes géométriques de base. En écho à cela, on a créé une systématique typographique basée sur une grille que l'on peut qualifier de polyrythmique, où avec des jeux de taille, la syntaxe était découpée en fonction de nos paramètres. Un autre projet réalisé en 2009 avec un artiste qui était une collaboration qui était assez improbable, était un rapport annuel réalisé avec John Baldessari pour Ringier. Et John Baldessari avait choisi un format horizontal extrêmement particulier pour réaliser des découpages à partir de cartes postales cinématographiques. Notre part du travail était donc d'intégrer les chiffres du rapport annuel à travers des diagrammes dans un format qui n'était pas idéal, en tout cas pas favorable à cela. Donc on a renversé la manière de faire les diagrammes habituels pour les produire de manière horizontale. Ce qui a quelque peu troublé les gens de la finance chez Ringier, qui avaient de la peine à décoder les mouvements numéraires de la sorte. Un projet aussi de collection réalisé pour JRP Ringier, la série Documents qui avait été, je crois, lancée par les Presses du Réel au début des années 90, pour lequel nous avons choisi de proposer une solution typographique relativement simple, qui s'est faite en fait en découvrant un caractère qui date de 1720, que nous distribuons aujourd'hui sur notre fonderie Optimo, qui s'appelle le Guénat. Ce caractère était extrêmement baroque et avait été numérisé
par François Rabot de manière extrêmement précise et donner un côté particulièrement métallique en fait et contemporain du coup à un caractère relativement ancien. Pour la petite histoire, c'est donc un caractère qui avait été dessiné par un Johann Haas en quelle année, je crois 1750, quelque chose comme ça. Et, ce même Haas a fondé une fonderie, la fonderie Haas, qui 200 ans après fut la fonderie qui a développé le projet Helvetica. Donc les couvertures sont toutes réalisées selon un système graphique extrêmement simple. La nature, pour Vincent. Oui, ça c'était un projet qu'on avait réalisé, donc un livre pour l'artiste italien Piero Gilardi. Donc ce qui a été intéressant avec cet artiste, c'est vrai que on est vite tombé sur cette image en fait de collage qu'il avait réalisé à partir d'images d'archives. Ce qui nous a en fait donné l'idée de se réapproprier ce processus pour créer la mise en page du livre. Ceci permettait de créer une mise en page comme ça avec des rythmes d'incrustation d'images pour créer les séquences. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation d'un deuxième papier beaucoup plus recyclé pour faire écho au travail de nature de l'artiste. Ensuite, maintenant, depuis un an et demi, la communication, enfin la promotion des différents ouvrages sortis chez JRP Ringier se fait maintenant au travers d'un journal. Donc l'utilisation de ce journal est faite sur le format du Blick qui appartient à Ringier. Ouais, ce qui était assez amusant, c'était en effet de pouvoir intégrer un contenu. Le Blick donc est un journal extrêmement populaire, enfin c'est le plus gros. Qui ressemble sur le même format que le quotidien 20 minutes. Mais donc quelques fois par année, donc on arrive avec un contenu relativement différent que l'on intègre dans cette chaîne de production. L'idée d'aborder aussi les contenus éditoriaux avec ce média était de pouvoir parler des projets non seulement quand ils sont terminés, parce que certains projets, c'était une difficulté dans les catalogues habituels, où l'on annonçait des projets qui n'étaient pas finis, et l'édition étant ce qu'elle est, on ne sait jamais vraiment quand un projet va aboutir dans certains cas. Mais donc le journal était une manière de pouvoir les aborder de manière beaucoup plus ouverte et de présenter aussi des projets en cours d'élaboration aussi de réaffirmer un engagement de la part de l'éditeur envers le papier. En termes de production, l'intérêt du journal est en effet de son coût de production extrêmement bas, et donc de pouvoir offrir une diffusion à ces contenus dans les écoles ou dans des contextes très variés, en offrant des insights sur la maison d'édition de manière gratuite. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a une petite intervention à chaque fois sur la couverture par rapport au logo JRP, en haut à gauche, qui se voit toujours à la manière du logo Google. Il y a toujours une sorte d'intervention en rapport avec le travail de l'artiste présent sur la couverture. Donc après la drag queen de General ID, il y a eu un dot de Baldessari.
On a une incrustation de toile de David Noonan, pour finir avec un logo flou. Une autre approche que l'on a expérimentée à quelques occasions et sous différentes formes ces dernières années est une approche que l'on peut qualifier de plus paramétrique, on va dire, en mettant en place en fait des systèmes de réalisation relativement aléatoires. Il y a quelque temps, enfin, quand on a commencé à produire ces catalogues, on se retrouvait face à la discussion de choisir une image plutôt qu'une autre pour les catalogues de vente de l'éditeur. Et face à la multiplication d'images, d'œuvres auxquelles on fait quotidiennement face, ces choix semblent parfois quelque peu pas franchement significatif en termes de résultat final. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'était de demander à notre imprimeur de garder systématiquement les maculatures, soit les déchets d'impression réalisés en cours de production d'un livre, de les stocker et lorsque nous avions un catalogue à réaliser, un catalogue de vente, de les utiliser comme couverture. Ces maculatures donc, offrent souvent des jeux de surimpression, sont ensuite coupés de manière complètement aléatoire par l'imprimeur en fonction du format final du catalogue. La seule intervention que nous faisons est donc de signaler l'année et de mettre le logo JRP Ringier. Et souvent, quand on les regarde, on se dit que ça fait parmi de nos meilleures couvertures. Enfin, c'est toujours assez... Des fois on voit que c'est là que finalement l'aléatoire permet d'avoir des fois des meilleurs résultats. Un élément qui nous plaisait aussi, évidemment, en relation avec le contenu, les contenus véhiculés et le rapport de la multiplication de l'image, était de pouvoir produire à chaque fois une couverture différente, vu que ces maculatures étaient toutes différentes. C'est un jeu qu'on a mis en place ensuite dans certains catalogues, comme pour cette couverture d'Harry Markopoulos, qui était réalisée de manière relativement aléatoire, avec des jeux d'images, de surimpression et de découpe qui ont été mis en place et réglés par les machines de notre imprimeur. Pour jouer aussi cette superposition d'images dans ce catalogue, il s'agit donc d'un artiste qui est relativement intéressé par les questions d'impression, hein. Pas tous n'accepteraient ce genre de choses. Nous avons utilisé un papier extrêmement transparent, ça se voit sans doute pas ici à l'écran, mais où les photographies se voient par transparence d'une page à l'autre. Il y a donc énormément de blanc dans chacune des pages, et derrière chaque image, on perçoit une autre photographie. Ces jeux avaient passablement plu à Harry pour un livre qu'on a réalisé ensemble plus tard pour le libraire d'Ashwood Books à New York. Un livre qui était basé sur des photocopies de ses propres images. Nous avons, de manière assez impromptue, à la demande du libraire à un certain moment de réaliser une édition de tête, de faire une deuxième version du livre sur un papier rouge, sans changer d'aucune manière le design. Donc ce livre existe
de couleurs différentes. Un autre projet où ces questions de paramètres aléatoires a été mis en œuvre est un livre, à nouveau pour Valentin Caron, un livre d'artiste, qui nous avait approché pour un projet qui rassemblait un ensemble photographique d'images qu'il avait réalisées dans son Valais natal, des images à l'iconographie extrêmement typée, et qui était assez complexe à gérer pour nous, tant leur caractère extrêmement vernaculaire pour un Suisse, sans doute exotique pour un Français, était complexe à neutraliser. Donc on a choisi un autre type de vernaculaire, le vernaculaire numérique en quelque sorte, à travers un projet qui avait été réalisé à l'origine par un étudiant de l'ECAL, Jérémy Chauderet, qui s'intéressait à la relation à la manière dont les ordinateurs perçoivent l'être humain. Et une des meilleures manières de le montrer est donc ces CAPTCHA, donc une forme de test qui permet de différencier de manière automatique un utilisateur humain d'une machine sur Internet. C'est vrai qu'il avait mis au point une sorte de logiciel en ligne qu'on peut retrouver sur, je crois que c'est www.theletter.ch, mais je suis plus sûr, qui était en fait un petit logiciel en ligne qui permettait justement de taper n'importe quel texte et ça générait comme ça des espèces de compositions aléatoires qui s'inspiraient justement de ces CAPTCHA qu'on retrouve sur Internet, notamment quand on télécharge des choses puis qu'on doit prouver qu'on n'est pas une machine. Et là, par exemple, ce qu'on avait fait avec cet étudiant, c'est qu'on avait modifié en fait le code source de son logiciel pour en fait permettre de copier-coller un texte entier et de générer en un clic tout le livre. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après plusieurs tests, on a réussi à mettre au point un logiciel qui permettait justement comme on peut le voir là, en un seul clic, de générer toutes les pages du livre. Ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes après quand il a fallu corriger les quelques fautes d'orthographe qu'on pouvait retrouver dans le texte. Et donc voici la couverture qui a été réalisée de manière complètement aléatoire. Et des pages de texte. Pour créer un autre niveau de neutralisation du travail de Valentin, nous avons choisi de réaliser des fonds en iris au niveau de l'impression. Donc, plutôt que d'imprimer les fonds, enfin le papier de manière identique, nous avons demandé donc à l'imprimeur de mettre en place différentes couleurs sur un même rouleau d'encre. Et ces couleurs, ces encres se mélangent de manière aléatoire pour créer au final des fonds. Voilà, enfin là on voit les rouleaux qui mélangent les encres lors de l'impression. Il y a des interventions complètement libres de la part de notre imprimeur. Au final, on a donc ces feuilles préimprimées donc de manière évolutive, c'est-à-dire que le rose se mélangeant à une autre couleur, etc., ça change vraiment de couleur très rapidement.
Nous avons ensuite imprimé en noir le résultat de ces captchas, donc de ce livre automatique et des images de Valentin sur ces fonds. L'idée était aussi, avec ce processus, de jouer avec la notion de livre d'artistes multiples ou unique. En l'occurrence, chaque livre est au final unique grâce à ce jeu de couleurs. Donc, ça n'a pas été un grand succès commercial en termes de librairie, mais... Non, et sûrement pas en termes de lecture non plus. Je pense que j'aimerais bien savoir qui a réussi à lire ce livre du début à la fin sans avoir mal à la tête. Mais c'est vrai que du coup, après, c'est un processus qu'on a voulu continuer pour une triennale d'art imprimé dans une ville du canton de Neuchâtel, dans une ville du Locle. Et c'est vrai que c'est une ville pas réputée pour être l'endroit le plus sympathique du monde, donc on trouvait important d'y apporter un peu de couleur. Donc la seule demande de la part des organisateurs était de faire figurer une œuvre présentée dans l'exposition. Nous avons choisi ce crâne de John Arneder, qui est en haut à gauche de l'affiche. Et nous avons aussi là réalisé des iris que l'on souhaitait un peu plus flamboyants que dans le projet de Valentin Caron, où au final on était assez frustré d'avoir ces très grandes feuilles, mais qui, une fois découpées au format livre, ne rendaient pas vraiment le déploiement de ces couleurs. Là, c'est vrai que ce qui est intéressant de notifier, c'est que les iris ont été réalisés non pas en impression offset, mais en sérigraphie. Et comme le mélange des encres était moins, comme c'était moins dilué, on a eu quelques résultats comme ça assez étonnants. On voit le mélange qui se fait directement sur la feuille. Et donc là, le mot d'ordre aussi, c'était assez... on a été surpris aussi au niveau de la réception. On s'attendait à des iris extrêmement lisses. Le sérigraphe nous a donc livré aussi les moments où il nettoyait à l'acide ces tamis qui créent tout d'un coup des effets picturaux que l'on n'arriverait sans doute pas à reproduire d'une manière différente. Avec là aussi, au final, l'idée d'avoir des affiches qui soient à chaque fois uniques. Liane, c'est le titre d'un livre, et surtout d'un projet des frères Bouroulec, pour lesquels nous devions réaliser une petite édition sur un projet de lampe réalisé pour la galerie Créo. La particularité de ces lampes était d'être faites en cuir, un matériel qui nous a beaucoup intéressés. Par la souplesse, par sa dimension haptique, et que nous souhaitions à l'origine aussi utiliser pour la couverture du livre. Après différentes tentatives, on a malheureusement pas pu le faire, mais on a fait pas mal de recherches avec eux, et l'idée était de pouvoir coudre le titre du livre à même le cuir, de la même manière que les lampes étaient cousues. Et pour cela, nous avons dessiné un caractère extrêmement simple et extrêmement élémentaire, en fait, qui puisse être réalisé par une machine. Malheureusement, les coûts à la fois du cuir et de production étaient trop élevés pour
pour faire aboutir le projet, nous avons quand même gardé ce dessin de lettres sur la couverture, imprimé modestement en noir et blanc. Et ce projet nous a donné un certain nombre d'idées en fait, sur aussi une autre manière d'aborder la typographie de manière extrêmement structurelle par rapport à des questions de format ou de squelette, dénué en tout cas de toute racine esthétique que l'on puisse localiser très rapidement. Il y a 2 ans, on a été donc mandaté par Bitcheco Riguer pour réaliser la communication de la Biennale de Venise, qui s'appelait Illumination, et pour lequel, en fait, la première image qu'elle nous a donnée était donc cette peinture du Tintoret qu'elle souhaitait, donc un peintre vénitien qu'elle souhaitait faire, qu'elle souhaitait intégrer à la Biennale, pour faire un lien entre le local, etc., et les artistes présentés. Et pour répondre en fait à cette iconographie, nous sommes dit que nous souhaitions en fait utiliser, parce que c'était assez étonnant de pouvoir avoir accès à ce genre de peinture dans un contexte de manifestation d'art contemporain. Nous avons choisi de développer en fait ce qu'on avait commencé avec les Bouroulacs pour réaliser un lettrage extrêmement simple, lui aussi, qui était en principe sur le fond lié aux différentes contraintes de la Biennale, c'est-à-dire de créer un lettrage qui soit à la fois logo et qui puisse être décliné de manière extrêmement variée, dans des formats extrêmement divers. Donc nous avons pris quelques formats de base, notamment celui du catalogue, et avons dessiné les lettres en cette fonction. Le jeu de couleurs était fait pour mettre en avant le mot nation dans Illumination. Et ces lettrages ensuite ont été déclinés sur de multiples supports, non par nous-mêmes, mais par une équipe de graphistes employés par la Biennale. Cet exercice était aussi assez intéressant pour nous dans la mesure où, pour la première fois, nous n'avons pas réalisé les choses nous-mêmes, mais nous avons plutôt dû esquisser des stratégies en termes de format, en termes d'application, sans connaître leur usage final. Nous les avons découverts plus tard, en fait, à la Biennale. Et donc, pour l'affiche et différents visuels, nous avons utilisé la peinture qui était à l'origine du concept de la Biennale. Nous l'avons transformée en noir et blanc, imprimée en argent de sorte à pouvoir l'imprimer positivement et de créer en ce sens une analogie avec le thème de la lumière. Un autre gros volet de ce travail était donc la réalisation des catalogues et différents supports imprimés. Et en relation avec notre lettrage, nous avons utilisé un caractère qui était à ce moment-là, qui venait d'être dessiné par une étudiante de l'ECAL, Louise Paradis, un caractère qui s'appelle le recta et qui était un caractère dessiné à l'origine par Aldo Novarese, dans les années 60, une espèce de réponse italienne à l'Helvetica. Ça nous a donc plu de le réintroduire dans le contexte de la Biennale. Pour le catalogue, nous avons, comme pour la communication, dû réaliser des templates, comme on le voit là, et différents types de mise en page avec
avec des paramètres relativement précis en termes de séquence et de rythme, que nous avons envoyé au graphiste en Italie qui était chargé de la réalisation. La temporalité de la biennale faisait en effet que pour un livre, je sais plus, de 700 pages, traduit en 2 langues, avec des versions différentes, il fallait une équipe d'une dizaine de personnes pour réaliser ça. Ça prenait, je crois qu'ils avaient quelque chose comme 1 semaine pour faire les 2 livres. Et en termes de production, c'était aussi relativement court. Ce qui fait que les contraintes étaient assez fortes. Pour les catalogues, nous avons donc choisi d'utiliser notre titre en couverture et de reproduire la peinture du Tintoret de manière séparée sur la tranche et en 4e de couverture. C'est vrai que c'était un processus assez étrange parce qu'on a envoyé comme ça des PDF avec des protocoles à suivre pour la mise en page, et on avait tout d'un coup on recevait des PDF où on voyait le livre enfin les pages qui commençaient à se construire, et on renvoyait des fois des corrections, et c'est vrai que le processus était vraiment assez étrange comme ça de faire une maquette et de voir le livre une fois imprimé, sachant pas tellement comment ça avait été fait. C'était un bon exercice, et c'était sans doute aussi une manière de travailler qu'on a perdu depuis l'ère numérique. Mais c'est vrai qu'avant, les graphistes faisaient aussi ce genre de protocole qu'ils transmettaient à réaliser. Et donc ce jeu mental était assez riche. Ouais, c'était vraiment un bon exercice de lâcher prise sur son travail, au bout d'un moment à pas trop se poser de questions et pas trop stresser par rapport à ce qui allait arriver en retour. Donc les catalogues, il y avait un premier catalogue en 2 langues, un deuxième catalogue, le short catalogue, et ensuite un guide qui était réalisé, et ensuite une énorme machinerie de merchandising, y compris des montres. Swatch. Petit à petit, on s'est aussi intéressé à comment réduire les effets esthétiques, et ça s'est traduit parfois dans des projets assez simples, comme ce livre qu'on avait réalisé pour la galerie Salon 94 à New York, qui avait organisé une exposition de peinture sur t-shirt de Richard Prince, dans une iconographie extrêmement forte. Et pour la couverture, on a donc utilisé une image de la rue où se trouve la galerie. Enfin, on ne la voit pas sur cette image, elle est juste à côté en 4e. Et pour signaler ce livre, nous avons donc joué ce tiret extrêmement long pour créer un bloc typographique assez compact et malgré tout relativement distinct de l'esthétique de Richard Prince. Et ces questions de construction d'espace et d'optique nous ont pas mal intéressés ces derniers temps. C'était aussi une préoccupation au niveau de la typographie. Ça, c'est un caractère que notre compère François Rappeau était en train de dessiner et qui est en train d'aboutir, qui s'appelle le Plane et qui sera bientôt diffusé sur notre fonderie aussi, qui était un mélange en fait des concepts de dessin, de caractères très optiques comme l'Helvetica, mélangé avec une approche plus géométrique. Et ce type d'approche optique, car la hauteur des lettres n'est pas forcément consistante, c'est-à-dire que la hauteur du A ou du E peut varier, mais réglée sur des principes uniquement optiques, permet de créer, lorsqu'on compose du texte, des
des mots ou des lignes extrêmement riches visuellement. Et on l'a utilisé donc pour une identité qu'on est en train de réaliser pour la Kunsthalle de Berne, ou pour revenir à nos préoccupations liées à ces questions de communiquer en espace. On a proposé au directeur Fabrice Schroun de ne pas réaliser de logo et de rester extrêmement distant et de ne signaler l'institution que par ses filets, qui sont en quelque sorte des manières de dessiner l'espace, de le construire, de le tondre ou de le structurer. Ces éléments graphiques, en fait, sont toujours réglés sur la taille de la typographie et n'ont aucune règle si ce n'est de répondre au contenu. Là, donc, on voyait le papier à lettres, les enveloppes. Les cartes de visite et la première affiche qui va sortir ces jours où le système graphique est relativement réduit. Pour terminer, nous allons faire un petit volet rapide sur quelques publications de notre fonderie. Donc on a vraiment, depuis nos études, intégré cette pratique typographique à nos projets. Et petit à petit, la fonderie a commencé à avoir de plus en plus d'importance dans notre atelier. Et les projets typographiques se sont sophistiqués avec les années. Là, un projet qui va sortir prochainement est le PX grotesque. C'est un caractère qui avait été réalisé il y a quelques années par Nicolas Hegener sur le constat que la manière dont les courbes sont représentées à l'écran via les pixels est extrêmement brute. Si vous zoomez dans du texte, etc., vous avez toujours à la fin des pixels qui dessinent les lettres. Ça va peut-être changer prochainement avec les écrans Retina, mais cette réduction était intéressante formellement. Et nous l'avions donc terminé ce caractère, enfin une première phase de ce caractère pour un livre qu'on a fait pour Kersten Nicolai, un artiste allemand, et qui avait servi de repère esthétique pour ce catalogue. Donc ce caractère va sortir désormais en 3 graisses avec italique. Un autre caractère qui s'appelle le programme, qui a été dessiné par de jeunes graphistes lausannois basés à Berlin, Maximage, à l'origine pour un livre qui traitait de typographie programmatique. C'est un caractère qu'ils ont réalisé à l'origine avec des scripts utilisant des modules typographiques très simples et qui étaient assemblés de manière très très brute. De cette esthétique et de ces formes, ils ont réalisé une version plus sophistiquée, en plusieurs styles aussi, et italique, que nous allons bientôt diffuser aussi. Et par le biais de la programmation OpenType, l'utilisateur pourra donc utiliser à la fois une version très lisse de ce caractère ou plus brute qui garde des éléments du script dans ses formes, notamment des courbes cassées qui donnent une esthétique assez particulière au texte. Et
pour finir, un caractère de Ludovic Ballan qu'on a mis en ligne à la fin de l'année. Il s'appelle donc le Stanley, en hommage à Stanley Morrison, le dessinateur du Times. Et Ludovic a donc dessiné un caractère qui s'inspirait en tout cas du côté extrêmement pratique et réduit du Times, qui n'a pas énormément de style, mais qui remplit quasiment toutes les tâches qu'on lui demande. Donc ce caractère, il existe aussi dans une version texte plutôt prévue pour la presse ou les livres, et dans une version qu'il a nommée poster, une version de titre qui est beaucoup plus dure, radicale sur cette base squelettique. On va s'arrêter là. Donc si vous avez des questions. Question basique, c'est beaucoup de livres, énormément de livres et de matériel. Vous êtes combien au bureau? On est 4 personnes au bureau en fait, donc on travaille beaucoup. Non, on a pu beaucoup aussi, on a réalisé aussi autant de projets, je pense, dans le domaine éditorial grâce à une dynamique et une entente avec l'éditeur. Avec qui nos discussions ne se limitent pas à des questions graphiques, mais aussi à des questions de contenu, ce qui nous permet de fonctionner de manière relativement efficace sur ces projets. Et il est clair que lorsqu'on a des artistes en face de soi, il est souvent pratique d'avoir un coéquipier éditorial que l'on n'a pas besoin de convaincre, mais avec qui on peut développer et pousser les projets. Donc ça, c'est, je pense, une des raisons principales qui nous ont permis de produire autant de matériel sur ces 10 ans. Mais il y a aussi une pratique d'enseignement. Pardon, une pratique? Il y a une pratique d'enseignement. Oui, tout à fait. On enseigne aussi... Voilà, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans. J'interviens à l'ECAL, à Lausanne. Et c'est vrai que c'est une activité qui est assez intéressante. Enfin, en tout cas, qui m'a paru intéressante après 10 années de pratique, de studio, dans le sens où d'un coup, on est forcé de faire l'exercice d'articuler des idées, etc., etc. Et on est aussi confronté aux enjeux graphiques tels que les perçoivent de plus jeunes graphistes. Donc non, alors ça c'est une activité en effet qui est devenue assez importante en termes de relais aussi, avec de permettre de faire le lien entre des gens qui sont à l'école et notre studio qui est une interface où des projets circulent. Et donc on essaye souvent de faire venir des gens, des étudiants viennent chez nous pour des périodes plus ou moins longues pour collaborer de manière ponctuelle, ou sur le long terme comme Vincent, puisqu'on s'est rencontrés à l'ECAL. Quelqu'un a une question dans la salle? Moi, je voudrais vous demander, puisque vous travaillez beaucoup avec une maison d'édition, JPR Ringier, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez une intervention dans le choix des papiers? Oui, alors ça, c'est tout à fait... ça fait partie de notre cahier des charges. Maintenant,
Le choix des papiers, enfin, on l'a remarqué dans notre pratique en disant le choix des papiers, c'est peut-être divisé par 10. Enfin, le papier a été un matériel victime de la globalisation et les choix deviennent de plus en plus réduits. Ils sont notamment généralement fabriqués maintenant par quelques gros groupes. On assiste à une énorme standardisation de ce matériel, malheureusement. Enfin, il n'y a qu'à voir en Suisse, il n'y a plus que très peu de papiers qui sont produits de manière industrielle. Hein. C'est vraiment devenu quelque chose de très rare. Et on le regrette. Maintenant, alors en effet, on a le choix au grammage. Toutes les questions formelles nous sont déléguées de la part de l'éditeur. Après, évidemment, le choix des papiers est lié à des questions de disponibilité, dans des agendas de production qui sont parfois serrés. Donc, mais non, ça fait partie de notre travail, en effet. Notamment par l'importance que peut avoir le papier dans la reproduction d'œuvres photographiques, picturales, ou même dans l'impression du texte. Hein. Enfin, en tout cas, on considère l'apport haptique du papier comme un paramètre très, très important dans la définition de l'objet. On a fait quelques projets, on ne l'a pas montré ici ce soir. On a par exemple fait un projet pour le réalisateur américain Harmony Korine, où je crois qu'il y avait une vingtaine de papiers qui construisaient de manière complètement brutale la séquence, notamment des papiers adhésifs, pas prévus pour leur utilisation en livre, mais qui apportaient une rupture et un rapport intéressant avec l'image imprimée. D'autres questions dans la salle? Alors, moi j'ai une petite dernière question, c'est par rapport à une actualité française, puisque les FRAC fêtent leurs 30 ans. Chaque FRAC a choisi un artiste pour travailler avec le directeur du FRAC pour mettre en valeur une partie de la collection. Pour le FRAC Champagne-Ardenne, c'est vous qui avez été choisi, donc des graphistes. Donc ils ont choisi une autre voie. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots sur qu'est-ce que vous comptez faire? C'est une très bonne question qui est encore débattue. Non, en effet, on est très flatté d'avoir été choisi par le FRAC Champagne, notamment, et par sa directrice, Florence Dorieux, pour cette mission assez complexe qui était dans son idée de faire dialoguer œuvre et design graphique. Je pense qu'elle a été un peu intriguée par notre travail sur ces cartons. Et a voulu voir ce qu'on pourrait faire dans un espace différent que celui de l'imprimé. Notre projet, en fait, est encore à ses prémices. Va plutôt se consacrer à l'idée de la reproduction de l'œuvre, en fait, dans l'espace. Le rapport entre œuvre originale, sa copie, et sa diffusion, en fait. Pour cela, on est encore en train de réfléchir à la manière d'aborder le sujet, mais le déclencheur, en tout cas, à cette idée-là, était un texte de Walter Benjamin sur la reproductibilité de l'œuvre d'art. Donc ça sera visible fin de l'année, sauf erreur. Hein. Ce sera visible bien avant, en fait. Il y aura une première exposition à Troyes ce printemps. Et toutes les expositions des différents FRAC seront rassemblées à Toulouse en septembre ou octobre. Et permettra de voir ces différentes approches curatoriales se confronter, ce qui va être assez intéressant. Merci. Merci à vous. Vous êtes tous invités dans le foyer. Il y a un apéritif qui est offert. Donc, si vous voulez discuter avec les graphistes de manière plus intime, ils sont disponibles. Bonne soirée.